Partons à Dayton, aux USA, dans l'Ohio. C'est là que tout commence, du moins pour l'aviation à moteur. En effet, c'est ici que les frères Wright, de modestes fabricants de vélos, ont imaginé et mis au point le premier avion à moteur. Un mémorial commémore les deux frères, mentionnant que leur travail était le résultat d'une démarche scientifique pour comprendre la mécanique du vol. Ce mémorial se trouve à côté de la base de l'US Air Force de Wright-Patterson, à l'autre bout de laquelle se trouve le musée national de l'US Air Force. Il s'agit de 4 immenses hangars qui abritent plus de 350 avions de toutes les époques. Et la visite commence par un vélo, des frères Wright bien sûr. À côté se trouve la reproduction d'une de leurs progénitures, une version militaire du Flyer datant de 1909. Il ne s'agit donc pas du Flyer qui vola pour la première fois en décembre 1903, d'ailleurs non pas à Dayton mais à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Leur premier avion, le Flyer, se trouve à Washington et était assez différent puisqu'à cette époque, le pilote pilotait allongé sur le ventre. Il n'est pas possible de passer en revue chacun des 350 avions, mais au fil de la promenade, nous nous arrêterons sur les plus emblématiques ou les plus rares. Comme par exemple ici un Blériot 11. Il ne s'agit pas de celui avec lequel Louis Blériot traversa la Manche, mais celui qu'un jeune Américain construisit en 1911 alors qu'il n'avait que 21 ans. Ce Martin MB-2 fut le premier bombardier américain construit en série. Le SPAT-7, connu pour sa robustesse, fut construit à plus de 5600 exemplaires à partir de 1916. Ce Martin B-10 est un des premiers avions à train rétractable. Il s'agit du seul exemplaire existant. Plus loin dans la visite, nous arrivons à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Sur cette image, nous reconnaissons un Curtiss P-40 orné de la gueule de tigre de l'escadrille des Tigres volants qui combattait en Chine face à l'aviation japonaise. L'avion représenté est celui du lieutenant-colonel Bruce Holloway, à l'époque où l'escadrille appartenait au 23e groupe de chasse de l'armée américaine. Ce type d'appareil fut aussi piloté en Chine par le célèbre Greg Papy Boyington, à l'époque où les Tigres volants étaient formés de volontaires au sein de l'armée chinoise. Pour la petite histoire, les pilotes pensaient arborer une tête de tigre, mais pour les populations chinoises qui les voyaient passer au-dessus de leur tête, il s'agissait plutôt d'une tête de dragon. Juste en face, on trouve un autre avion emblématique du début de la guerre du Pacifique, il s'agit du B-25 Mitchell. Celui-ci représente l'avion du lieutenant-colonel Doolittle, utilisé lors du raid lancé contre Tokyo et d'autres villes japonaises. Ce raid fut lancé à partir du porte-avions USS Hornet le 18 avril 1942, bien que cet appareil ne soit pas du tout conçu pour décoller d'un porte-avions, et encore moins y revenir. Bien sûr, il ne s'agit pas du vrai appareil, puisque faute de pouvoir revenir au porte-avions, les 16 appareils du raid durent atterrir en catastrophe en Chine ou en Union soviétique. Bien d'autres types de bombardiers furent utilisés, comme par exemple ce B-24 Liberator. En général, ils étaient escortés par des chasseurs de protection, comme les robustes P-47 Thunderbolt, opérant aussi bien sur le théâtre européen que pacifique. Ou ce P-38 Lightning, construit à plus de 10 000 exemplaires. Ou encore ce Spitfire aux couleurs américaines. Grâce à l'application Cockpit 360 du site web du musée, nous pouvons sauter dans son cockpit et nous installer à la place du pilote. Le très célèbre P-51 Mustang est souvent qualifié de meilleur chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Il resta d'ailleurs en service jusqu'à la guerre de Corée. Nombre d'entre eux continuent à voler aux mains de pilotes privés. En Europe, il s'opposait souvent au Focke-Wulf 190, qui était le meilleur chasseur allemand. Voici un bombardier un peu particulier. Il s'agit de ce B-29 Superfortress, baptisé Boxcar,
qui a lâché la seconde bombe atomique sur Nagasaki. L'autre B-29, surnommé Enola Gay, qui a bombardé Hiroshima, se trouve à Washington. La fameuse bombe atomique surnommée Fat Man, elle est là. En principe, ce n'est pas une vraie. Vers la fin de la guerre, commencent à apparaître les avions à réaction allemands, comme ce Messerschmitt 163, ou le plus connu, le Messerschmitt 262. Aux États-Unis, dès janvier 1944, volait le P-80 Shooting Star qui sera par la suite appelé F-80. Il sera ensuite décliné dans plusieurs versions comme le T-33, biplace ou le F-94 Starfire. Il ne fallut pas attendre longtemps avant que ces nouveaux avions à réaction passent l'épreuve du feu en Corée en 1950. L'avion américain le plus avancé dans ce conflit était le F-86 Sabre qui existait dans plusieurs versions au fil des améliorations. En face, la Corée du Nord s'opposait avec des MiG-15. Celui-ci est celui d'un pilote transfuge nord-coréen. Le MiG-17 fut le successeur du MiG-15. Très ressemblant, il devait en corriger les défauts. Et des MiG-17 seraient toujours en service en Corée du Nord comme avion d'entraînement. Nous arrivons dans le secteur des avions expérimentaux. Arrêtons-nous sur cette image car il y a du beau monde. Ici la capsule Apollo 15. Là, deux versions d'un prototype méconnu, le X-24. Ici, un avion de la famille des Blackbird. Ici, un X-15. Et là, un XB-70 Valkyrie, destiné à devenir un bombardier stratégique capable de Mach 3, mais qui resta à l'état de prototype. Seulement 2 exemplaires furent construits. Un d'entre eux s'écrasa. Donc si vous voulez voir un XB-70, il n'y a qu'ici que c'est possible. C'est dans ce musée qu'on peut voir le module de commande de la mission Apollo 15, baptisé Endeavour. Il transporta vers la Lune David Scott, James Irvine et Alfred Worden. Non, cet appareil n'est pas un SR-71. Cet appareil est beaucoup plus rare puisqu'il s'agit d'un YF-12. Seulement 3 YF-12 ont été construits. Un s'est crashé, un autre a été transformé en SR-71C et celui-ci est donc le seul exemplaire existant. Dans la famille des Blackbird, il y a 3 types de modèles. Le A-12 Oxcart monoplace avec la pointe avant aplatie comme le SR-71 mais qui lui est biplace. Enfin, le YF-12 biplace aussi mais avec une pointe plus arrondie parce que destiné à accueillir un radar puisqu'il était censé être un intercepteur. Il y a tout de même un SR-71 dans ce musée, nous le verrons plus loin. Pour le moment, regardons du côté de cet avion légendaire, le X-15. Cet avion fusée vola à partir de 1959. Il était conçu pour explorer les domaines de vol suborbitaux et pour cela, il est l'ancêtre de la navette spatiale. Pour piloter hors de l'atmosphère, le X-15 disposait de petits moteurs fusées, appelés Ballistic Control System, BCS, placés dans le nez et les ailes. Le pilotage était donc un peu particulier puisqu'en plus du manche central habituel, le pilote disposait sur sa gauche d'un système 3 axes pour le contrôle du BCS. Ici, la poignée est manquante. 3 X-15 furent construits. Un d'entre eux se désintègre en vol, un autre est à Washington et le modèle exposé ici est le X-15A2 qui a quelques particularités. Tout d'abord, il est le seul à avoir été équipé de réservoirs externes qui lui permettaient environ 1 minute de propulsion supplémentaire. On remarque également cette étrange paupière sur la verrière gauche. En fait, pour son dernier vol et dans le but de dépasser Mach 6, il fut repeint avec une peinture blanche dite ablative thermoprotectrice. Pour éviter que les deux côtés du pare-brise risquent d'être obstrués par l'érosion de la peinture sous l'effet de la chaleur, cette paupière fut installée avec la possibilité de l'ouvrir pour l'atterrissage. Ainsi équipé, le 3 octobre 1967, Pete Knight, à son bord, put atteindre la vitesse record, toujours inégalée pour ce type d'avion, de 6850 km/h. Après ce vol, il ne vola plus jamais et fut remis dans son état initial.
Autour du X-15, on peut voir d'étranges avions, notamment de la famille des fameux avions X. Comme ces deux modèles de X-24A et B, développés pour tester le principe des avions à corps portant. Comme c'est écrit dessus, le Bell X-1B, évolution du célèbre X-1, qui le premier passa le mur du son en octobre 1947, mais qui lui est à Washington. À côté, l'unique exemplaire du X-3 Stiletto, dont la voilure se retrouvera sur le F-104 Starfighter. Le X-29 avec ses ailes à flèche inversée. Le X-13 Vertijet, qui fut le premier avion capable de décoller et atterrir à la verticale. Le Bell X-5, premier avion à géométrie variable. Le F-107A ultra sabre avec sa prise d'air au-dessus du fuselage qui lui donne un air de F-16 à l'envers. Ce VC-137 est un Boeing 707-320 modifié pour devenir le premier avion spécifiquement construit pour devenir Air Force One. Il fut utilisé par le président Kennedy à partir de 1962, puis par ses successeurs jusqu'en 1990. Les avions qui suivent sont entrés en service vers la fin des années 50. Quelques-uns volent encore dans diverses armées de l'air. Sous l'aile d'un B-52, un F-100 Super Sabre, qui fut le premier avion de chasse supersonique en palier. Entré en service en 1954, il était toujours utilisé dans certains pays dans les années 80. Sous ce prototype d'un F-5 Freedom Fighter, on trouve un F-105D Thunder Chief, très utilisé au Vietnam. Les 2 étoiles sous le cockpit montrent que le pilote était crédité de 2 victoires. Lui, c'est le RF-101 Voodoo, chasseur et avion de reconnaissance. Cet exemplaire participa au vol de reconnaissance pendant la crise des missiles de Cuba. Ce F-4C Phantom II est celui du colonel Robin Holtz, crédité au total de 17 victoires pendant la Seconde Guerre mondiale et au Vietnam. Robin Holtz est une sorte de Boeington de la guerre du Vietnam. Le F-102 était le premier intercepteur supersonique tout temps. Il avait la particularité d'emporter ses missiles dans une soute interne. Le F-106 était une évolution du F-102 en plus puissant. Comme le F-102, il embarquait son armement en soute. Cet exemplaire a eu une histoire assez étonnante. Pris dans une vrille incontrôlable, le pilote dut s'éjecter. Pourtant, sans pilote, l'appareil se rétablit et finit par se poser sur le ventre dans un champ enneigé. Les dégâts étant limités, il fut remis en service. Dans les années 90, le F-117 Nighthawk fut le premier avion furtif opérationnel. Celui-ci est le 2e exemplaire construit. Un autre avion porte son armement dans la soute. Voici le très moderne F-22 Raptor, qui lui aussi a cette particularité pour des raisons de furtivité. Et pour finir, n'oublions pas le SR-71, qui se cache un peu dans la pénombre tel un avion espion. C'est un SR-71 qui détient toujours le record de vitesse et d'altitude dans la catégorie des avions à réaction, avec 3529 km/h et 29 929 mètres. Cet exemplaire fut celui qui remplit la première mission opérationnelle et celui qui en réalisa le plus. Un prochain épisode sera dédié à la famille des Blackbird, alors abonnez-vous pour ne pas le manquer. Vous vous demandez ce que ces cormorans viennent faire dans cette vidéo, en dehors du fait qu'il s'agit d'oiseaux noirs. Nous sommes à 1500 km au sud de Dayton, à Texas City, juste à côté de ceci. Ce monument commémore la création ici, en 1913, de la première escadrille de l'armée américaine. En réalité, l'US Air Force deviendra une composante spécifique de l'armée américaine en 1947.